L'Espagne voit l'islam devenir un tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un mardi calme du début du mois de mars, le 5 mars pour être exact, où quelque chose s'est produit en Espagne qui a à peine été médiatisé par la presse internationale mais qui aurait dû sonner l'alarme. Dans tous les ministères des Affaires étrangères, de Washington à Pékin. Ce jour-là, le gouvernement siche a discrètement approuvé la construction de la plus grande mosquée du pays à Madrid, un projet financé non pas par les communautés musulmanes locales, mais par l'Arabie saoudite. La mosquée, qui devrait s'élever dans le quartier ouvrier d'Uzra, pourra accueillir 12 000 fidèles, éclipsant ainsi l'emblématique cathédrale de l'Almudna, située à quelques kilomètres seulement. En apparence, cela ressemble à un autre chapitre de la longue et difficile relation de l'Europe avec l'islam, une histoire d'immigration, d'intégration et de conflits culturels occasionnels. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe ici. Ce qui se passe en Espagne est bien plus une normalisation lente et délibérée de l'islam en tant que force politique et culturelle permanente dans un pays qui, jusqu'à très récemment, se définissait comme étant opposé à lui. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de la démographie et de la géopolitique, et je peux vous dire que ce qui se passe en Espagne n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que de mosquées et de salles de prière, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. Il s'agit ici de pouvoir, qui l'exerce, qui le perd, et comment les grandes puissances de notre époque remodèlent tranquillement l'avenir de l'Europe, sans tirer un seul coup de feu. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez si vous avez suivi les médias grand public, voici ce que vous avez appris. L'Espagne, comme une grande partie de l'Europe occidentale, connaît un changement démographique entraîné par l'immigration en provenance de pays à majorité musulmane. Les chiffres sont indéniables. Selon l'Institut national des statistiques espagnoles, la population musulmane est passée de seulement 300 000 personnes en 1998 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit environ 5% de la population. Le gouvernement considère cela comme une conséquence inévitable de la mondialisation, une conséquence naturelle des liens économiques de l'Espagne avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les autorités madrilènes vous diront que l'Espagne s'adapte simplement à sa nouvelle réalité, que l'islam devient un élément familier de la vie de Siche et que c'est le signe d'une société mature et pluraliste. Les médias jouent le jeu. Vous verrez des histoires réconfortantes sur des immigrants marocains ouvrant des bars à tapas halal à Barcelone ou sur des réfugiés syriens accueillis dans de petites villes d'Andalousie. On parle des enrichissements culturels, des liens historiques de l'Espagne avec Al-Andalus, le royaume islamique médiéval qui régnait autrefois sur une grande partie de la péninsule ibérique. Le message est que l'Espagne va de l'avant, embrasse la diversité et laisse son passé derrière elle. Même l'Église catholique, autrefois fondement de l'identité siche, a adouci son ton. Le pape François lui-même a appelé au dialogue avec l'islam, et les évêques de Siche ont emboîté le pas, présentant la croissance de l'islam comme une opportunité plutôt que comme une menace. Mais voici le problème, ce n'est pas toute l'histoire. En fait, ce n'est même pas la partie la plus importante de l'histoire. Que se passe-t-il réellement en Espagne? Commençons par les chiffres. Certes, la population musulmane d'Espagne a augmenté, mais pas de la manière dont le récit officiel le suggère. La grande majorité de cette croissance ne vient pas des taux de natalité organique ni même de la crise des réfugiés, tant discutée de 2015. Elle vient de politiques migratoires délibérées et parrainées par l'État, des politiques qui sont façonnées non seulement par Madrid, mais par des acteurs externes avec leurs propres agendas. Prenons le Maroc, par exemple. Le voisin du sud de l'Espagne considère depuis longtemps sa diaspora en Espagne comme un atout stratégique. Rabat ne considère pas seulement les immigrés marocains comme des travailleurs, il les considère comme une 5e colonne, un moyen de projeter son influence en Europe. Le gouvernement marocain encourage activement ses citoyens à s'installer en Espagne, en leur offrant des incitations financières, un soutien juridique et même des programmes culturels pour maintenir leurs liens avec la patrie. Et ça marche. Aujourd'hui, les Marocains constituent la plus grande population née à l'étranger en Espagne, avec plus de 800 000 habitants. C'est plus que la population combinée des villes de Siche comme Bilbao ou Alicante. Mais le Maroc n'agit pas seul. L'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie sont également profondément investis dans l'avenir islamique de l'Espagne. La mosquée de Madrid, financée par les Saoudiens, n'est pas seulement un lieu de culte, c'est une tête de pont.
L'Arabie Saoudite a dépensé des milliards au cours des 3 dernières décennies pour exporter son idéologie wahhabite ultra-conservatrice à travers le monde musulman, et l'Europe est devenue une cible clé. En Espagne, Riyad a financé non seulement des mosquées, mais aussi des écoles islamiques, des centres culturels et même des programmes universitaires. L'objectif n'est pas seulement de répondre aux besoins de la population musulmane espagnole, il s'agit de la façonner, de garantir que la prochaine génération de musulmans siches s'identifie davantage à Riyad qu'à Madrid. La Turquie, quant à elle, a adopté une approche différente. Sous Recep Tayyip Erdogan, Ankara s'est positionnée comme la protectrice des communautés musulmanes d'Europe, utilisant son réseau de mosquées diyanais pour étendre son influence. En Espagne, la Turquie a ouvert des dizaines de ces mosquées, souvent dans les quartiers populaires où les jeunes musulmans sont les plus vulnérables à la radicalisation. Erdogan n'a pas caché ses ambitions. En 2018, il a déclaré à une foule d'expatriés turcs en Europe, « Vous êtes l'avenir de l'Europe. Un jour, les mosquées seront pleines et les églises seront vides. » Ce n'est pas seulement de la rhétorique, c'est une stratégie à long terme. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que chaque musulman d'Espagne est un agent dormant pour les puissances étrangères. C'est absurde. Mais ce que je dis, c'est que la croissance de l'islam en Espagne ne se produit pas en vase clos. Elle est activement façonnée par des acteurs extérieurs qui voient l'Espagne non seulement comme un pays hôte, mais aussi comme un champ de bataille d'influence. Et le gouvernement siche ? C'est jouer à un jeu dangereux de déni, prétendant que tout cela est simplement un élément naturel de la mondialisation alors qu'en réalité, il s'agit d'un jeu d'échecs géopolitique. L'ex-dette géopolitique. Pourquoi l'Espagne compte dans la nouvelle guerre froide ? Pour comprendre pourquoi c'est important, vous devez sortir. Nous vivons à une époque de compétition entre grandes puissances, où les États-Unis, la Chine et la Russie sont engagés dans une lutte pour la domination mondiale. L'Europe est la récompense, et l'Espagne est l'un des principaux champs de bataille. Pourquoi ? Parce que l'Espagne se situe au carrefour de 3 pays critiques, l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Atlantique. C'est une porte d'entrée vers la Méditerranée, un pont vers l'Amérique latine et une plateforme potentielle d'influence au Maghreb. Bref, l'Espagne est géopolitiquement indispensable. Les États-Unis considèrent depuis longtemps l'Espagne comme un allié essentiel, un rempart contre l'influence soviétique en Méditerranée et un nœud clé du flanc sud de l'OTAN. Mais l'approche de Washington à l'égard de l'Espagne a toujours été transactionnelle. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont fermé les yeux sur la dictature de Franco parce que l'Espagne était un allié utile contre le communisme. Aujourd'hui, les États-Unis s'intéressent davantage au rôle de l'Espagne dans la lutte contre le terrorisme et à ses ports stratégiques, comme Rota, qui héberge une base navale américaine clé. Mais lorsqu'il s'agit de la dynamique interne de l'Espagne comme la montée de l'islam, Washington est resté visiblement silencieux. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne veulent pas faire de vagues. Elle a besoin de la coopération de l'Espagne sur des questions plus importantes, comme contenir la Chine dans l'Atlantique ou contrer l'influence russe en Afrique du Nord. Ainsi, le département d'État publie des déclarations fades sur la tolérance religieuse et passe à autre chose. La Russie, quant à elle, considère le virage islamique de l'Espagne comme une opportunité. Moscou entretient depuis des décennies des liens avec les pays à majorité musulmane, se positionnant comme un défenseur des valeurs traditionnelles contre le libéralisme occidental. En Espagne, la Russie a trouvé un partenaire volontaire au sein de certaines factions politiques. Le parti d'extrême droite Vox, par exemple, s'est prononcé ouvertement sur l'islamisation de l'Espagne, mais il a également été accusé de recevoir un soutien secret de Moscou, une accusation qui nie, mais qui s'inscrit dans un schéma plus large d'ingérence russe dans la politique européenne. L'objectif du Kremlin n'est pas de promouvoir l'islam en Espagne, il s'agit d'exploiter les tensions qui en découlent. En amplifiant les craintes de radicalisation islamique, la Russie peut affaiblir les liens de l'Espagne avec l'UE et l'OTAN, semant ainsi la division en Occident. La Chine, quant à elle, joue le jeu du long terme. Pékin augmente régulièrement son empreinte économique en Espagne, en investissant dans les ports, les infrastructures et la technologie. Mais elle cultive également des liens avec les communautés musulmanes d'Espagne, en particulier avec la diaspora musulmane chinoise, en pleine expansion.
En 2019, la Chine a ouvert un institut Confucius à l'Université islamique de Madrid, une décision qui a fait sourciller la communauté du renseignement espagnol. Le problème n'est pas que la Chine promeuve l'islam, mais plutôt que Pékin utilise les communautés musulmanes d'Espagne comme moyen d'étendre son influence en Europe. Et comme l'économie espagnole dépend de plus en plus des investissements chinois, Madrid n'est pas en mesure de réagir. C'est ici que cela devient intéressant. La montée de l'islam en Espagne n'est pas seulement une question intérieure, c'est un levier géopolitique. L'Arabie saoudite, la Turquie et le Maroc utilisent les communautés musulmanes d'Espagne pour projeter leur pouvoir en Europe. La Russie exploite cette réaction négative pour affaiblir l'OTAN. La Chine utilise ses liens économiques pour prendre pied. Et les États-Unis ? Il est trop occupé avec d'autres priorités pour le remarquer. Militaire et stratégique, le champ de bataille invisible. Parlons maintenant de la dimension militaire. La situation stratégique de l'Espagne en fait un acteur essentiel dans tout conflit futur en Méditerranée ou dans l'Atlantique. La base navale américaine de Rota est l'une des plus importantes d'Europe, abritant des destroyers équipés du système Aegis, essentiel au système de défense antimissile de l'OTAN. Mais l'armée espagnole est également à bout de souffle. Le pays réduit ses dépenses de défense depuis des années et ses forces armées peinent à se moderniser. Pendant ce temps, la côte sud de l'Espagne à seulement 14 km du Maroc dans son point le plus étroit est devenue un point chaud pour la migration irrégulière, le trafic de drogue et, de plus en plus, l'infiltration djihadiste. L'armée de Siche est bien consciente des risques. En 2017, les services de renseignement espagnols ont averti que l'État islamique recrutait activement dans les prisons de Siche et parmi la diaspora marocaine du pays. Les attentats de Barcelone en 2017, qui ont fait 16 morts, ont été un signal d'alarme. Mais la réponse a été inégale. L'Espagne a accru la surveillance des mosquées radicales et amélioré la coordination avec les forces de sécurité marocaines, mais elle s'est également montrée réticente à sévir trop durement, craignant des réactions négatives de la part de ces communautés musulmanes. C'est là qu'interviennent les enjeux géopolitiques. Si la population musulmane de l'Espagne continue de croître et si des acteurs extérieurs comme l'Arabie saoudite et la Turquie continuent de façonner son identité, la fiabilité de l'Espagne en tant qu'allié de l'OTAN pourrait être remise en question. Imaginez un scénario dans lequel un futur gouvernement siche, sous la pression de ses électeurs musulmans, décide de limiter l'accès des États-Unis à Rota. Ou encore lorsqu'un segment radicalisé de la population musulmane espagnole devient une menace pour la sécurité, obligeant Madrid à détourner ses ressources militaires vers la lutte contre le terrorisme intérieur. Ce ne sont pas des scénarios tirés par les cheveux, c'est le genre de risque qui empêche les planificateurs militaires de dormir la nuit. Et n'oublions pas le tableau stratégique plus large. La Méditerranée est en train de devenir un point éclair. La posture agressive de la Turquie en Libye et dans la Méditerranée orientale, la présence croissante de la Russie en Syrie et l'empreinte croissante de la Chine en Afrique du Nord exercent toute une pression sur le flanc sud de l'Espagne. Si la stabilité interne de l'Espagne est compromise par une influence islamique croissante, sa capacité à projeter sa puissance dans la région sera sérieusement limitée. Et c'est un problème non seulement pour l'Espagne, mais pour l'ensemble de l'Alliance occidentale. La politique intérieure. Pourquoi les dirigeants espagnols jouent avec le feu? Alors pourquoi la classe politique espagnole est-elle si réticente à aborder cette question de front? La réponse réside dans la politique intérieure. L'Espagne est un pays profondément polarisé et ses dirigeants sont plus préoccupés par les gains électoraux à court terme que par une réflexion stratégique à long terme. À droite, le parti Vox a fait de l'opposition à l'islam un élément central de son programme. Les dirigeants de Vox mettent en garde contre une « islamisation » et appellent à un retour aux racines catholiques de l'Espagne. Mais leur rhétorique est souvent incendiaire et leurs solutions, comme les expulsions massives, sont irréalistes. Le Parti populaire conservateur traditionnel a tenté de franchir une ligne fine, reconnaissant les défis de l'intégration tout en évitant le genre d'islamophobie manifeste qui pourrait aliéner les électeurs modérés. Mais le PP subit également la pression de Vox, qui siphonne sa base de droite. À gauche, le Parti socialiste et ses alliés du parti d'extrême gauche Podemos ont adopté une approche très différente. Ils considèrent la population musulmane d'Espagne comme un élément naturel de l'avenir du pays et sont désireux d'adopter le multiculturalisme.
Mais leurs politiques comme l'octroi du droit de vote aux non-citoyens ou l'accélération de l'obtention de la citoyenneté pour les immigrés ont été critiquées comme étant naïves, voire imprudentes. Le refus de la gauche de reconnaître les dimensions géopolitiques du changement islamique en Espagne a rendu le pays vulnérable aux influences extérieures. Et puis il y a la question de la Catalogne. Le mouvement indépendantiste catalan a longtemps été une épine dans le pied de Madrid, et l'importante population musulmane de la région en particulier à Barcelone est devenue un ballon politique. Certains nationalistes catalans courtisent les électeurs musulmans, leur promettant une plus grande autonomie en échange de leur soutien. D'autres ont averti qu'une Catalogne indépendante serait plus vulnérable à la radicalisation islamique. Le résultat est un mélange toxique de politiques identitaires, dans lequel l'islam est à la fois un outil et une cible, selon celui qui l'utilise. L'essentiel ? Les dirigeants politiques espagnols sont plus intéressés à marquer des points auprès de leur base qu'à s'attaquer aux conséquences à long terme de leur politique. Et c'est la recette du désastre. Scénario: que se passe-t-il ensuite ? Alors, où tout cela mène-t-il ? Examinons 3 scénarios possibles, chacun avec son propre ensemble de risques et de probabilités. Scénario 1. Le meilleur résultat dans ce scénario, l'Espagne parvient à intégrer sa population musulmane avec succès, évitant le genre de réaction négative que nous avons vu en France ou au Royaume-Uni. Le gouvernement investit dans l'éducation et les opportunités économiques, réduisant ainsi l'attrait de la radicalisation. Les acteurs extérieurs comme l'Arabie saoudite et la Turquie sont tenus à l'écart, et les communautés musulmanes espagnoles développent une identité islamique sige distincte, compatible avec les valeurs laïques et démocratiques du pays. L'Espagne reste un allié stable et fiable de l'OTAN, et sa position stratégique en Méditerranée est assurée. C'est le résultat qu'espèrent les élites madrilènes. Mais c'est aussi le moins probable. Pourquoi ? Parce que cela nécessite un niveau de volonté politique et de clairvoyance stratégique dont les dirigeants espagnols n'ont pas réussi jusqu'à présent à faire preuve. Cela suppose également que des acteurs extérieurs comme l'Arabie saoudite et la Turquie joueront le jeu, ce qui est loin d'être garanti. Scénario 2, le résultat le plus probable dans ce scénario, l'Espagne s'en sort, mais la montée de l'islam devient une source permanente de tension. La population musulmane continue de croître, mais l'intégration reste inégale. Certaines communautés prospèrent, tandis que d'autres s'isolent et se radicalisent. Des acteurs extérieurs comme l'Arabie saoudite et la Turquie maintiennent leur influence, et la classe politique espagnole reste divisée, incapable de s'entendre sur une stratégie cohérente. La position stratégique du pays est affaiblie et sa fiabilité en tant qu'allié de l'OTAN est remise en question. L'Espagne devient un acteur secondaire de la géopolitique méditerranéenne, éclipsée par la France et l'Italie. C'est vers ce scénario que nous nous dirigeons. Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas stable non plus. Il s'agit d'une crise lente, où les problèmes s'accumulent progressivement jusqu'à devenir trop importants pour être ignorés. Scénario 3, le pire des cas. Dans ce scénario, le virage islamique de l'Espagne conduit à une véritable crise. La radicalisation se propage et les attaques terroristes deviennent plus fréquentes. L'extrême droite accède au pouvoir en mettant en œuvre des mesures draconiennes qui aliènent encore davantage les communautés musulmanes. Des acteurs extérieurs comme la Turquie et l'Arabie saoudite exploitent le chaos et renforcent leur influence. La position stratégique de l'Espagne s'effondre et le pays devient un champ de bataille pour les puissances étrangères. Le flanc sud de l'OTAN est affaibli et la Méditerranée devient encore plus volatile. C'est le scénario qui empêche les analystes du renseignement de dormir la nuit. Ce n'est pas inévitable, mais ce n'est pas impossible non plus. Et si cela se produit, les conséquences se feront sentir bien au-delà des frontières espagnoles. Grande stratégie: l'échec de l'hégémonie libérale. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Comment l'Espagne, un pays qui a expulsé ses derniers dirigeants musulmans en 1492, s'est-elle retrouvée à l'aube d'une transformation géopolitique qu'elle n'avait jamais vue venir ? La réponse réside dans l'échec plus large de l'hégémonie libérale menée par les États-Unis. Au cours des 3 dernières décennies, les États-Unis ont poursuivi une vaste stratégie de domination mondiale, cherchant à refaire le monde à leur propre image. L'idée était de propager la démocratie, le libre marché et les valeurs libérales, et le monde deviendrait un endroit plus sûr et plus stable. Mais cette stratégie a échoué.
Cette stratégie a échoué en Irak, où les États-Unis ont renversé un dictateur pour ensuite déclencher une guerre civile sectaire. Elle a échoué en Libye, où l'intervention de l'OTAN a créé un vide de pouvoir qui est encore exploité par les djihadistes et les puissances étrangères. Et cela échoue en Europe, où les États-Unis ont fait pression en faveur de l'ouverture des frontières et du multiculturalisme sans considérer les conséquences à long terme. L'Espagne est un cas d'école dans cet échec. Les États-Unis ont encouragé l'Espagne à adopter l'immigration et la diversité, mais ils n'ont pas fourni les outils nécessaires pour gérer les conséquences géopolitiques. Washington a fermé les yeux sur l'influence de l'Arabie saoudite en Europe, car elle a besoin de la coopération de Riyad dans les domaines pétroliers et antiterroristes. Elle ignore l'ingérence de la Turquie, car elle a besoin de la coopération d'Ankara sur le flanc oriental de l'OTAN. Et il minimise les risques de radicalisation islamique, car il ne veut pas être perçu comme islamophobe. Le résultat ? L'Espagne et l'Europe dans son ensemble est en train d'être remodelée par des forces indépendantes de sa volonté. Et les États-Unis sont trop distraits par leur propre division intérieure pour faire quoi que ce soit. C'est le paradoxe de l'hégémonie libérale. Plus les États-Unis tentent d'imposer leur vision au monde, plus ils perdent le contrôle des résultats. L'Espagne n'est qu'un exemple. Mais c'est un signe d'avertissement, un canari dans la mine de charbon qui annonce ce qui va arriver si l'Occident ne se réveille pas. Alternative, et que faut-il faire ? Alors quelle est l'alternative ? Comment l'Espagne et l'Occident plus largement peuvent-ils relever ce défi sans sombrer dans le chaos ? Voici ce que je recommanderais, sur la base de décennies d'études de ces questions. Premièrement, l'Espagne doit prendre le contrôle de son propre récit. Le gouvernement devrait cesser de prétendre que la montée de l'islam est simplement un élément naturel de la mondialisation. Ce n'est pas le cas. C'est un défi géopolitique et il doit être traité comme tel. Cela signifie réprimer le financement étranger des mosquées et des écoles islamiques, surveiller de plus près la radicalisation et investir dans des programmes qui favorisent l'intégration, pas seulement la tolérance, mais une véritable appartenance. Deuxièmement, l'Espagne devrait diversifier ses alliances. À l'heure actuelle, l'Espagne est trop dépendante des États-Unis pour sa sécurité. Et l'OTAN pour sa posture stratégique plus large. C'est une erreur. Les États-Unis ont prouvé à maintes reprises qu'ils donneraient la priorité à leurs propres intérêts, qu'il s'agisse d'abandonner l'Afghanistan en 2021, de trahir les Kurdes de Syrie en 2019 ou de fermer les yeux sur les violations des droits humains commises par l'Arabie saoudite en raison de ses contrats pétroliers. L'Espagne ne peut pas se permettre d'être le prochain domino dans ce match. Au lieu de cela, il devrait chercher à renforcer ses liens avec le Maroc, un pays qui a été une force stabilisatrice en Afrique du Nord malgré ses propres défis internes. Rabat a montré qu'elle pouvait être un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme, comme en témoigne le démantèlement en 2017 d'une cellule djihadiste en Catalogne qui avait des liens directs avec des membres de l'État islamique au Maroc. L'Espagne devrait également approfondir son engagement avec l'Algérie, un autre acteur clé dans la région, malgré les tensions historiques autour du Sahara occidental. La sécurité énergétique est ici une préoccupation majeure. L'Algérie fournit près de 40% du gaz naturel espagnol, et le fait de se diversifier pour s'éloigner de la dépendance russe signifie que Madrid ne peut pas se permettre de s'aliéner Alger. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la posture militaire de l'Espagne est déjà en train de changer en réponse à ces réalités géopolitiques, mais pas assez rapidement. Les forces armées siches ont discrètement étendu leur présence au Sahel, avec des troupes déployées au Mali et au Niger dans le cadre de la force opérationnelle Takuba de l'UE et de la mission MINUSMA de l'ONU. Mais voici l'inconfortable, ces déploiements sont plus une question d'optique que de capacité réelle. Le budget de la défense de l'Espagne reste bloqué à environ 1,2% du PIB, bien en dessous de l'objectif de 2% de l'OTAN, et son armée est toujours structurée pour répondre aux menaces de la guerre froide plutôt qu'à la guerre asymétrique du XXIe siècle. La revue stratégique de la défense de 2022 constitue un pas dans la bonne direction, en mettant l'accent sur la cybersécurité et les menaces hybrides, mais sa mise en œuvre a été extrêmement lente. La marine siche, par exemple, a du mal à entretenir sa flotte vieillissante de frégates tout en patrouillant dans les eaux de plus en plus contestées de la Méditerranée, où l'activité navale turque et russe a connu un pic ces dernières années. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La Méditerranée n'est plus le marigot de l'Europe, c'est une ligne de front dans la nouvelle guerre froide. La Russie a étendu sa présence en Syrie,
en Libye et même en Algérie, en utilisant des groupes militaires privés comme Wagner pour projeter sa puissance tout en évitant une confrontation directe avec l'OTAN. La Turquie, quant à elle, a transformé la Méditerranée orientale en une zone de corde raide, défiant la Grèce et Chypre sur les frontières maritimes et les ressources énergétiques. L'Espagne, avec ses ports stratégiques de Ceuta, Melilla et des îles Canaries, est assise sur une poudrière. L'impasse de 2020 entre la Grèce et la Turquie sur les droits d'exploration gazière aurait dû être un signal d'alarme. Au lieu de cela, l'Espagne s'est contentée de jouer un rôle de soutien sur le flanc sud de l'OTAN, en s'appuyant sur le leadership américain et français pour gérer la crise. C'est un pari dangereux. C'est ici que les choses deviennent encore plus compliquées. La relation de l'Espagne avec le Maroc est à double tranchant. D'une part, Rabat a été un partenaire crucial dans le contrôle des flux migratoires et la lutte contre les réseaux djihadistes. L'accord de 2018 visant à rouvrir la frontière entre Ceuta et le Maroc après 3 ans de fermeture a été une victoire diplomatique, mais elle a eu un coût. Le Maroc a déjà utilisé l'immigration comme monnaie d'échange, notamment en 2021 lorsqu'il a autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut la frontière de Ceuta en représailles à la décision de l'Espagne d'autoriser le chef du Front Polisario à recevoir des soins médicaux à Madrid. Ce type de diplomatie coercitive rappelle que le voisin du sud de l'Espagne n'est pas un acteur passif, c'est une puissance régionale affirmée avec son propre agenda. Et cet agenda ne correspond pas toujours à celui de l'Espagne. Les implications militaires de cette situation sont profondes. Les 2 enclaves espagnoles en Afrique du Nord, Ceuta et Melilla, ne sont pas seulement des vestiges symboliques de l'Empire, ce sont des points d'étranglement stratégiques. Ils se situent au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Atlantique, ce qui les rend essentiels à la capacité de l'OTAN à projeter sa puissance en Méditerranée et au-delà. Mais ils sont également indéfendables à long terme. L'armée de Sych reconnaît depuis longtemps qu'il serait presque impossible de défendre ces territoires contre une attaque marocaine déterminée sans un renforcement massif. Le sommet de l'OTAN de Madrid en 2022 était censé aborder cette vulnérabilité, mais le communiqué final ne contenait que des termes vagues sur le « renforcement de la résilience » sur le flanc sud. Ce n'est pas une stratégie, c'est un pansement. Alors, que devrait faire l'Espagne ? Premièrement, elle doit investir dans ses propres capacités de défense, non seulement en tant que membre de l'OTAN mais en tant que puissance souveraine. Cela signifie atteindre l'objectif de 2% du PIB, moderniser sa marine et son armée de l'air et développer une dissuasion crédible contre les menaces hybrides. L'annonce en 2023 d'un nouveau programme de sous-marins avec la France est un bon début, mais l'Espagne doit aller plus loin. Elle devrait également explorer des accords de défense bilatéraux avec le Portugal et l'Italie, créant ainsi une architecture de sécurité méditerranéenne qui ne repose pas uniquement sur le leadership américain. La boussole stratégique de l'UE de 2021 constitue un pas dans cette direction, mais elle reste trop axée sur le soft power et la gestion des crises plutôt que sur les capacités militaires dures. Deuxièmement, l'Espagne doit repenser son approche à l'égard de l'Afrique du Nord. La politique actuelle d'équilibre entre le Maroc et l'Algérie n'est pas durable. L'Espagne devrait plutôt adopter une approche plus transactionnelle, en tirant parti de ses liens énergétiques et économiques pour obtenir des concessions en matière de migration et de lutte contre le terrorisme. L'accord gazier de 2022 avec l'Algérie, qui a remplacé les approvisionnements russes, a été un chef-d'œuvre de manœuvre géopolitique, mais il a également rendu l'Espagne plus dépendante d'Alger. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris, mais seulement si l'Espagne dispose d'un plan B. Cela signifie accélérer le développement des exportations d'énergie renouvelable et d'hydrogène pour réduire sa dépendance au gaz nord-africain. Cela implique également d'approfondir le partage de renseignements avec le Maroc et l'Algérie, même si cela signifie fermer les yeux sur certaines de leurs pratiques les plus peu recommandables. Enfin, l'Espagne doit faire face à l'éléphant que constitue la montée de l'islam politique à l'intérieur de ses propres frontières. La crise de l'indépendance catalane de 2017 a été un signal d'alarme, mais la véritable menace n'est pas le séparatisme, c'est l'influence croissante des mouvements islamistes qui voient l'Espagne comme le champ de bataille d'une guerre culturelle plus large. Les élections municipales de Madrid de 2019, où le parti conservateur Vox a gagné en faisant campagne contre l'islamisation, étaient un avant-goût de ce qui allait arriver. L'establishment sych s'est montré réticent à aborder cette question de front, craignant des accusations d'islamophobie.
Mais la réalité est que la communauté musulmane espagnole n'est pas monolithique. Il y a des modérés qui veulent s'intégrer, et il y a des radicaux qui voient l'Espagne comme une terre à reconquérir pour l'islam. Le gouvernement doit donner du pouvoir aux premiers tout en réprimant impitoyablement les seconds. La vérité inconfortable est que l'Espagne est prise entre deux feux. D'un côté, les États-Unis et l'OTAN font pression pour une Europe libérale, multiculturelle et ouverte sur le monde. De l'autre, il y a les réalités géopolitiques, une radicalisation islamique croissante, des voisins affirmés et une Méditerranée qui devient un champ de bataille pour la concurrence des grandes puissances. La seule issue est que l'Espagne trace sa propre voie, une voie qui donne la priorité à ses intérêts nationaux plutôt qu'aux dogmes idéologiques. Cela signifie être dur en matière de sécurité, pragmatique dans la diplomatie et sans complexe dans la défense de ses frontières et de sa culture. L'alternative est de devenir un autre récit édifiant sur le déclin de l'Occident. Et c'est un sort que l'Espagne ne peut pas se permettre. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'establishment politique espagnol a traversé cette crise en somnambule, traitant la montée de l'islam politique comme une simple question sociale plutôt que comme une menace stratégique. Les chiffres ne mentent pas. Selon le ministère de l'Intérieur de SICH, entre 2013 et 2022, le nombre d'individus signalés pour radicalisation djihadiste a augmenté de 300%. Il ne s'agit pas seulement de quelques cas isolés, c'est une tendance. Et pourtant, la réponse de Madrid a été pour le moins tiède, paralysée par la peur d'être qualifié de raciste ou d'islamophobe. Les attentats de Barcelone en 2017, qui ont fait 16 morts, auraient dû marquer un tournant décisif. Au lieu de cela, la réaction du gouvernement a été un mélange de solidarité performative et de mesures de sécurité timides, comme le « Plan national contre la radicalisation » de 2019, qui était plus une question d'optique que de fond. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne est désormais estimée à environ 2,5 millions, soit environ 5% de la population totale. Cela peut paraître peu, mais dans certains quartiers de Barcelone, Ceuta et Melilla, les musulmans représentent 30 à 40% de la population. Il ne s'agit pas seulement de changements démographiques, ce sont des réalités politiques. Lors des élections locales de 2023, des partis comme Podemos et même le Parti socialiste des travailleurs ont courtisé les électeurs musulmans en leur promettant de la nourriture halal exonérée dans les écoles, des salles de prière dans les bâtiments publics et même des discussions sur la reconnaissance des fêtes islamiques. Pendant ce temps, le Partido Popular conservateur et le parti d'extrême droite Vox ont été les seuls à tirer la sonnette d'alarme, mais leurs messages sont souvent maladroits, faisant le jeu de ceux qui qualifient de sectarisme toute critique de l'islamisme. Voilà pourquoi la classe politique espagnole est prise au piège d'une fausse binaire. D'un côté, vous avez la gauche progressiste, qui considère le multiculturalisme comme un bien incontestable et traite toute discussion sur la radicalisation islamique comme un sifflet de droite. De l'autre, vous avez la droite, qui confond souvent l'islam avec l'islamisme, aliénant les musulmans modérés et s'inscrivant dans le discours des radicaux. Aucune des deux parties n'a de stratégie cohérente pour faire face à la menace très réelle de l'extrémisme local. Le résultat ? Un vide que des groupes comme les Frères musulmans et leurs affiliés ne sont que trop heureux de combler. Prenons le cas de la Commission islamique d'Espagne, le principal organe représentatif des musulmans du pays. La CIE est dominée par la Fédération des entités religieuses islamiques d'Espagne, qui entretient des liens étroits avec les Frères musulmans et reçoit des financements du Qatar et de l'Arabie saoudite. En 2020, le gouvernement SICH a renouvelé son accord de coopération avec la CIE, sous-traitant ainsi la gestion des affaires islamiques à une organisation ayant des liens documentés avec des idéologies extrémistes. Il ne s'agit pas simplement d'une négligence, c'est d'un manquement au devoir. Le gouvernement permet à des acteurs étrangers de façonner le paysage religieux et politique de la communauté musulmane espagnole, et il le fait avec l'argent des contribuables. Les projections de scénarios ici sont sombres mais prévisibles. Si les tendances actuelles se poursuivent, nous pouvons nous attendre à une nouvelle radicalisation de la jeunesse musulmane espagnole, en particulier au sein des deuxième et troisième générations. Le rapport 2021 de l'agence de renseignement SICH, CNI, prévenait que le nombre d'attaques de « loups solitaires » pourrait augmenter dans les années à venir, alimenté par la radicalisation en ligne et la propagation de l'idéologie salafiste. Pendant ce temps,
le courant politique continuera d'éviter la question, craignant des réactions négatives de la part de la gauche et de la communauté musulmane. Cela laisse la porte grande ouverte à Vox pour exploiter le problème, polarisant davantage la société siche et rendant encore plus difficile l'élaboration d'une réponse cohérente. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. L'Espagne a une longue histoire de dynamique religieuse et culturelle complexe après tout, elle a été le théâtre de la Reconquista, de l'Inquisition et de siècles de coexistence entre chrétiens, musulmans et juifs. La clé est de tirer les leçons de cette histoire, et non de répéter ses erreurs. Cela signifie 3 choses. Premièrement, le gouvernement doit cesser de sous-traiter la gestion de l'islam à des organisations financées par des capitaux étrangers comme la CIE. Au lieu de cela, il devrait s'efforcer de donner plus de pouvoir aux voix musulmanes modérées, comme celle de la Fédération siche des entités islamiques, qui plaide pour un islam européen compatible avec les valeurs siches. Deuxièmement, l'Espagne doit prendre au sérieux la lutte contre la radicalisation. Cela signifie investir dans la police de proximité, les programmes de déradicalisation et le partage de renseignements avec les partenaires européens. Le modèle français de 2015, dans lequel les imams sont formés et certifiés par l'État, est un bon point de départ. Il ne s'agit pas de contrôler la religion, mais de garantir que ceux qui prêchent dans les mosquées espagnoles ne propagent pas la haine. Et troisièmement, l'Espagne doit cesser de prétendre que le multiculturalisme est une voie à sens unique. L'intégration est un processus à double sens et nécessite des efforts des 2 côtés. Cela signifie imposer la laïcité dans les institutions publiques, réprimer les systèmes juridiques parallèles tels que les conseils de la charia et indiquer clairement que même si l'Espagne respecte la liberté religieuse, elle ne tolérera pas l'imposition de lois ou de coutumes étrangères. L'alternative est une Espagne de plus en plus divisée selon des clivages religieux et culturels, où l'extrémisme couve dans l'ombre et où le centre politique s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Ce n'est pas seulement une menace pour l'Espagne, c'est une menace pour l'Europe. La Méditerranée est déjà une poudrière et l'Espagne est assise dessus. La question est de savoir si Madrid se réveillera avant qu'il ne soit trop tard.